Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau M. Birame Souleye Diop. Il est l'administrateur général du parti PASTEF. Bonjour et bienvenue, M. Diop. Bonjour, Mme Diop. Alors, très rapidement, Birame Souleye Diop, en résumé, vous êtes inspecteur principal des impôts sortis de l'ENA et depuis la création du parti PASTEF, les Patriotes, vous êtes l'administrateur général du parti. Est-ce suffisant pour vous introduire? Oui, c'est largement suffisant. Alors, merci d'avoir répondu à cette invitation. Actualité oblige, surtout en matière de géopolitique. Donc, démarrons avec la Guinée qui va élire pour 5 ans son président de la République. En 2 semaines de campagne, le discours ethniciste a été au centre des débats. Dans ce cas, les prémices du chaos sont-ils visibles? Bon, je commencerai déjà par saluer les téléspectateurs qui nous regardent, saluer également le personnel de Walfadjri pour le professionnalisme qu'on leur connaît, la défense fondamentale de la démocratie au Sénégal. Vous en êtes un des pionniers, vous le restez aussi, donc ça c'est nos encouragements. Merci. Alors pour venir à la question que vous venez de nous poser, vous savez, nous sommes des acteurs politiques et nous observons ce qui se passe autour de nous. Parce que aujourd'hui, il y a des observateurs de la scène politique africaine qui disent que le Sénégal est aujourd'hui encerclé par une ceinture de feu entre ce qui se passe en Guinée, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe au Mali. Les observations que l'on fait pour ce qui se passe en Guinée, particulièrement aujourd'hui, parce qu'ils partent en élection dimanche 18. Aujourd'hui, c'est la fin de la campagne. Oui. Alors, il y a 12 candidats de ce que nous voyons, mais c'est une compétition principalement entre deux principaux challengers. Il s'agit d'abord de Alpha Condé du RPG et de Cellou Dalein Diallo de l'UFDG. Oui. Alors, c'est vrai que quand on regarde aussi les fondements de leur base politique, Alpha Condé est bien installé au niveau de Cancan, donc au niveau de la Haute-Guinée, et Cellou Dalein Diallo en Moyenne-Guinée, notamment particulièrement à l'Abbé. Nous avons suivi aussi les incidents qui se sont passés il y a quelques jours avec l'attaque contre le Premier ministre, et plus tard donc à l'Abbé, ensuite l'attaque contre le siège de l'UFDG au niveau de Cancan. Cela pose problème particulièrement. Il faudrait dire que l'analyse aussi voudrait que l'on voit que Alpha Condé, c'est quelqu'un qui s'est battu, donc c'est le premier président démocratiquement élu suite à des élections en Guinée. Mais on a constaté dans les faits qu'il y a eu une modification de la Constitution, notamment pour prendre un 3e mandat. Et le constat fait par les observateurs, aussi bien par l'Union européenne que par les Nations Unies, c'est que, par exemple, pour les élections de dimanche, l'Union européenne n'a pas envoyé d'observateurs. Oui. Et les Nations Unies aussi. Ce qui est inquiétant. Ce qui est totalement inquiétant. Ce qui est totalement inquiétant. Mais les Nations Unies aussi, en fait, ont clairement exprimé leur crainte par rapport au regain du code des communautarismes. Cela est particulièrement inquiétant si l'on sait qu'en fait, il y a une très grande communauté guinéenne qui vit ici au Sénégal. Nous sommes très proches, nous sommes très apparentés. Donc fondamentalement, il y a à craindre que une préoccupation politique dans la démocratie guinéenne et des répercussions au Sénégal. Surtout que ces derniers ont été exclus du scrutin. Bien entendu, bien entendu. C'est des préoccupations sérieuses. Alors, nous, en tant que patriotes qui promouvons le panafricanisme, nous ne faisons qu'appeler au calme et dire qu'il faudrait qu'ils sachent qu'au soir de l'élection, un candidat sortira vainqueur, mais la Guinée continuera à exister. Il faudra qu'en fait, que tout le monde travaille pour la cohésion. La ligne de fracture devient de plus en plus visible, parce que pendant les élections passées aussi, c'était un peu la même observation que nous avions faite. Aujourd'hui aussi, c'est le constat que nous voyons. Mais il est important que l'on sache qu'on va continuer à se réveiller dans un même pays, on va continuer à garder la même nationalité, et on ne peut pas, parce que nous sommes sorciers ou parce que nous sommes peuls, instaurer un clivage qui ne va jamais servir la Guinée. Si l'on sait qu'aujourd'hui,
au niveau de la croissance économique, au niveau du développement. Donc les signes macroéconomiques de la Guinée sont des signes très positifs. La population est en train d'attendre le retour d'investissement sur cela, le retour pour constater en fait la relance économique dans ses intérêts propres, donc dans sa vie au quotidien. On ne peut pas se permettre en fait d'allumer un pays comme cela. Mais dès le départ, est-ce qu'on peut parler d'élections libres et transparentes avec le processus qui a été déjà enclenché, oui, il y a toute une communauté? Oui, effectivement, il y a lieu d'avoir des doutes là-dessus. Mais ça, en fait, nous faisons le choix de laisser à la population guinéenne le soin de l'apprécier et de tirer ses propres conclusions. Nous avons suivi les déclarations de la CENI qui dit que tout est en règle. Nous avons suivi les déclarations du chargé des élections de Solidarien qui dit que non, en fait, notamment sur les listes d'émargement et autres, les problèmes qu'ils ont. Nous avons suivi tout cela. C'est sérieusement des préoccupations. Et que Solidarien a dit que cette fois-ci, il ne va pas aller se cacher dans une ambassade. Oui. C'est en cas de victoire. Bon, en tout cas, nous, on ne peut pas aller plus loin que cela. On en reste en fait aux observations que posent tous les observateurs de la scène politique guinéenne, tous les observateurs de la scène politique ouest-africaine. On espère simplement que la paix sera sauvegardée, qu'il n'y aura pas de perte en vies humaines et que la démocratie guinéenne continuera à prendre son envol et le développement économique consacré. C'est des préoccupations aussi que nous commençons à ressentir au Sénégal. Donc vous verrez avec les derniers développements que nous avons vus. Mais avant, la CEDEAO qui est à fond devant ce qui se passe en Guinée et dans 2 semaines en Côte d'Ivoire, cela vous fait quoi? Bon, vous savez, moi, le jugement que je pose sur la CEDEAO, il n'engage pas, c'est mon jugement propre. Je considère qu'il s'agit d'un syndicat de présidents. Parce qu'on a vu ce qu'ils ont voulu faire au Mali. Il a fallu des mesures courageuses pour dire, en fait, nous ne sommes pas d'accord avec les mesures que vous voulez poser. Parce qu'un président, là, à côté du Mali, qui veut aller en élection présidentielle, qui sent qu'en fait, s'il fait la pression au Mali, ça permettra plus tard au syndicat de faire la pression en Côte d'Ivoire, donc met la pression au Mali. Il y a eu une position sage du Sénégal de dire, nous ne suivons pas la marche que vous voulez nous imposer. C'était très salutaire. Maintenant, aujourd'hui, sur la situation en Guinée, ils se taisent, ils ne disent rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont en train de défendre un candidat? Est-ce qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe par rapport à ce candidat-là? Est-ce qu'ils sont des observateurs sérieux et avisés du risque de trouble? Je pose en fait un grand point d'interrogation, mais dans le fond, je considère qu'en fait il s'agit de présidents de la République qui défendent des présidents de la République et qui peut-être même sont indirectement en train de promouvoir le 3e mandat. Donc il y a un rapport de copinage entre ces derniers. Ben, je parle de présidents amis qui se font des échanges de bons procédés. Fermer le Mali, après moi je vous aiderai à fermer la Côte d'Ivoire. Il y a de quoi. Le Sénégal, seul pays ayant été épargné par les guerres civiles dans la sous-région, par la grâce d'une classe politique en manque d'idées, va-t-il y échapper? Au vu des derniers développements dans l'actualité, avec ces phrases émises par le député Aliou Dembourou, apériste, qui appelle toute une communauté, à savoir les Alpulaar, à prendre les machettes pour défendre une 3e candidature du président Macky Sall. Alors, ce qu'il faudrait dire en fait, c'est que c'est une chose très préoccupante, mais elle s'inscrit en droite ligne avec beaucoup de choses qui sont déjà passées. En fait, le discours de Aliou Sow est un acte supplémentaire dans des actes qui ont déjà été posés. Il faudrait que les Sénégalais aient le courage, quand un problème se pose, de ne pas dire, écoutez, c'est une question sensible. Il faut avoir, parce que le Sénégal nous appartient à tous. Nous n'avons pas d'autres pays où aller nous cacher, où nous ne pouvons pas nous prendre des avions pour aller nous cacher quelque part, s'ils le peuvent, parce que quand il y a l'approche des élections, on voit qu'ils prennent leurs enfants, qu'ils amènent ailleurs, quand ils ont des mots dedans, ils partent ailleurs. Nous, on ne peut pas le faire. Donc nous, on va rester au Sénégal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, les germes de la paix, nous devons tous en être des semeurs, des semeurs et l'entretenir. Ça veut dire quoi? Je rappelle qu'il y a quelques années, j'ai eu une discussion avec un des responsables de la paix où je disais en fait, on a suivi ce qui se passe, des discours qui ont été tenus, mais c'est un discours proche de l'ethnicisme. Il avait dit, le procureur devait m'entendre. Il est là. Il avait dit que le procureur devait m'entendre. C'est lequel? Parce que, non, je ne l'ai pas encore prononcé son nom. En tout cas, c'était au cours d'un débat, j'avais été très précis parce que Macky Sall était allé dire que le Fouta était son titre foncier. Qu'est-ce que ça veut dire?
il n'est pas allé le dire à Thiès. Pourquoi? Quand on dit que le Fouta est son titre foncier, il y a quelque chose qui est derrière. D'accord? Il y a énormément d'observations que l'on fait. Il ne voulait pas entendre qu'il gagnait toujours le Fouta depuis qu'il est au pouvoir. Oui, mais attendez. Pourquoi il ne gagne pas à Thiès depuis qu'il est au pouvoir? Pourquoi il ne gagne pas à Touba depuis qu'il est au pouvoir? Pourquoi il ne gagne pas en Casamance depuis qu'il est au pouvoir? Il pense gagner à Fatick parce qu'il avait dit à Fatick il va faire 98%. Il avait dit au Fouta parce qu'il allait faire 100% au Fouta. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le rattachement. C'est sur la base de l'appartenance ethnique qu'il a dit. Il n'y a pas d'autre explication. Alors, les gens ont eu peur de parler de cela, mais je dis, le Sénégal nous appartient à tous. C'est des choses qui sont préoccupantes. Il faut qu'on les mette sur la place publique, comme on met sur la place publique la question de la sécurité nationale, la question de l'intérêt national, la question de l'emploi des jeunes, la question de la vie en commun, du comment vouloir de vivre, comment vouloir de vivre ensemble. Il faut qu'on le mette sur la place publique et qu'on règle un certain nombre de problèmes. D'accord? Alors, ce qu'il a dit, il y a même quelque chose de plus grave. Parce que au-delà de ces machettes, que les gens ont cherché à expliquer en disant, oui, non, mais c'est-à-dire les histoires de match et autres là, il faut qu'on... les gens sont dans un jeu de langage qui cache une réalité. Les propos du monsieur sont clairs. Et il a dit, il maintient son propos. C'est-à-dire qu'il ne varie pas d'un iota par rapport à cela. Je rappelle qu'un journaliste de la 7TV avait tenu un propos sur la communauté Halpolar. Les gens se sont levés comme un seul homme, lui ont tapé dessus. Toute la presse est revenue pour présenter des excuses. Alors que son propos, jugé méchant ou pas, était complètement sorti de son contexte. Pourquoi, bon Dieu, pourquoi bon sang? Un député du peuple, à l'Assemblée nationale, ira-t-il dire cela dans sa communauté? Dire oui, non, la compréhension qu'on peut en avoir à Ranérou n'est pas la compréhension qu'on peut en avoir à Fongolemi. Et après, ce sont les membres de son parti qui sortent pour faire la fine bouche et le défendre. Il y a eu un communiqué qui a été produit par l'APR. Oui, mais écoutez, pour condamner les ils n'ont pas condamné. Ils ont effleuré la réalité. Je rappelle qu'ils sont tous sortis pour brancarder Moustapha Cissé Lo. Je rappelle que Pendaba a insulté toute une communauté Wolof et se retrouve avec un passeport pour aller dormir en France. Il faut le dire. Alors donc, est-ce que c'est une communauté qui se sent plus fort parce que le président appartient à la communauté, encore qu'elle connaît son rattachement à cette communauté depuis 2006 simplement, ou 2004? Est-ce que c'est parce qu'en fait il y a une primauté de cette communauté? Il nous faut régler ce problème-là. Et aujourd'hui, le discours qui devait être celui de l'APR, pour moi, j'en suis pas militant, mais j'observe le discours qu'il devait tenir pour désapprouver ne l'a pas été. J'interpelle également les cadres casamancés. Donc le communiqué qui a été conduit par... Écoutez, non, mais c'est du top. Non, écoutez, c'est une communauté de top parce que d'autres personnes sont sorties après le communiqué. Des responsables de la paix sont sortis pour le défendre. Ça veut dire qu'ils respectent. Donc ils foulent au pied le contenu du communiqué qui n'a aucun sens. Et j'interpelle les cadres casamancés parce que ils ont fait une tribune pour dire que Ousmane Sonko a dit que Macky Sall n'aimait pas la Casamance. Donc en le disant, il était dans une position fractionniste. Je les interpelle tous autant qu'ils sont pour dire qu'ils sont d'accord avec Aliou Sow ou qu'ils sont contre lui. Parce que son propos n'est pas équivoque. Il a dit, pour défendre le troisième mandat de Macky Sall, il nous faut aller chercher des coupes-coupes. Ce qu'il a dit, c'est très clair, c'est pas équivoque. Mais il y a plus grave. Il a dit que Farba Ngom et lui sont les seuls députés qui peuvent faire démettre un ministre. En fait, nous, on pose la main sur quelque chose qui n'est pas arrivé, parce qu'Aliou Dembourou Sow, ce qu'il dit, c'est pour 2024. Mais dans l'immédiat, ce qu'il a dit est plus grave. Il est capable, lui et Farba Ngom, de faire démettre un ministre de la République. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils le disent parce qu'ils sont Halpulaar? Est-ce qu'ils le disent parce qu'ils gèrent le ménage du président? Est-ce qu'ils le disent parce qu'ils gèrent le cerveau du président? Est-ce qu'ils le disent parce qu'ils sont plus forts plus fort que le président et tout ce qu'il y a autour de lui? Mais les gens ne sont pas encore posé la question. Ça, c'est encore plus grave. Un ministre de la République qui signe pour la République et un inculte dit
je suis le seul inculte capable de faire démettre un ministre. Et ça, c'est une insulte. Et ça veut dire quoi? Nous, on pérore du matin au soir pour dire que Macky Sall a mis le pied sur l'Assemblée nationale, il cherche à mettre le pied sur la justice, mais ça veut également dire que de manière sous-jacente et sous-entendue, il y a quelques députés qui ont mis le pied sur le gouvernement. Parce que quelqu'un qui est capable de démettre, probablement que c'est lui qui a choisi le ministre. Probablement que c'est eux qui choisissent les directeurs généraux. Oui. Probablement que c'est eux qui choisissent aussi des chefs du bureau ou des chefs de centre, peut-être aux impôts. Il faut se poser des questions. Oui, et quel sort faudrait-il réserver à un député qui émet un discours génocidaire? Mais écoutez, on laisse la question parce qu'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. On ne va absolument rien en dire. Ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. Pour une affaire de 14 milliards, il y a une commission d'enquête. Pour une affaire de je ne sais quoi, en fait, voilà, ils sont capables de s'attaquer à tout le monde avec leur maître ou je ne sais quoi là. Mais est-ce que ils vont se décider? Parce que j'ai entendu le président de l'Assemblée dire non, l'Assemblée nationale ne va pas accepter qu'on lui dicte les questions sur lesquelles elle va se prononcer. Alors, il faut qu'on soit précis. L'Assemblée nationale n'est pas leur propriété. C'est la maison du peuple. Et le peuple doit, quand son représentant devient une couchette sur laquelle on passe, lui, le peuple, il doit se lever pour dire reprenez le flambeau qu'on vous a confié, c'est celui du contrôle de l'action du gouvernement. Mais est-ce que ce n'est pas ce peuple qui leur a donné une grande majorité à l'Assemblée nationale? Mais écoutez, la situation des élections qui a prévalu pour ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, on ne reviendra plus sur l'appréciation. En tout état de cause, majorité ou pas, l'intérêt du peuple, il est un et un seul. La compréhension qu'on doit en avoir pour vivre en communauté, elle est une et une seule. Qu'ils disent la vérité ou qu'ils se taisent. Oui. Alors restons à l'Assemblée nationale. La rentrée parlementaire a vécu cette semaine et aujourd'hui, samedi, le chef de l'État fera face aux députés de Benno Bokk Yakaar. À coup sûr, des plénières décisives profilent à l'horizon. À votre avis, le retour du poste de Premier ministre, hormis le retour du poste de Premier ministre, mais aussi un décalage sur la date des locales, à quoi s'attendre? Vous avez de Macky Sall, moi, j'attends juste une seule chose. Je dois toujours être prêt au combat. C'est moi la compréhension que j'ai. Aller au front. Non, je dis être prêt au combat. Parce que c'est pas une histoire d'aller au front, c'est que l'homme est fait de cette nature-là. C'est son seul intérêt qui l'intéresse. Il est en train de nous le démontrer du matin au soir. Et ça, au fil du débat, on reviendra sur cet élément-là. Ce qu'il va dire avec les députés du Benno Bokk Yakaar, écoutez, ça le regarde. C'est sûr qu'il y a un message à lancer. Mais bien entendu. Vous savez, ce que ça va traduire simplement, c'est il a fini de faire son tourbillon. Il a pensé qu'il devait y avoir personne auprès de lui. Pour ce qui était supposé être son dernier mandat, ce qu'il a écrit dans son livre, d'accord, il devait y avoir personne autour de lui. Il se rend compte qu'il c'est un incapable. Il dit ok, je me rends compte, j'ai vraiment besoin d'un fusible. Il nous faut faire revenir un fusible. Le grand problème, ce sera en fait qui il sera, parce qu'il y a une guerre très méchante chez eux. C'est le problème aussi. L'important pour nous, c'est que nous les attendons. Nous n'aurons pas, parce que les gens disent qu'il faut se taire, il faudra que Ousmane Sonko aille se cacher, il faudra que Pastef aille se cacher. Nous serons là pour être des observateurs de la scène politique, et chaque fois qu'il faudra poser des observations, on ne nous fera pas taire, nous allons poser nos observations. Parce que le rôle du gouvernement, c'est de gouverner. Il gouverne, comme le dit Ousmane Sonko, 365 jours sur 365. Ils parlent toujours de ce qu'ils ont réalisé ou de ce qu'ils envie de faire. Nous sommes l'opposition, notre rôle, c'est de nous opposer 365 jours sur 365. Et chaque fois qu'il y aura une question, que nous pensons une question d'intérêt national, personne ne nous dictera l'opportunité de la communication. Nous choisirons de communiquer, parce que pour nous, notre interlocuteur, ce n'est pas Macky Sall. Ah oui, c'est qui? C'est le peuple. Nous informons le peuple. Choisi Macky Sall. Nous informons, oui, mais non, on ne peut pas dire le peuple a choisi Macky Sall. Il a fait son choix. Non, doucement. Dans ce qui est déclaré comme choix, il y a 44% de personnes qui n'ont pas choisi Macky Sall comme président. Vrai ou faux? Oui. Hein?
Donc qu'on laisse à ces gens-là être convaincus par Ousmane Sonko ou Macky Sall par leurs actions au quotidien. Le parti PASTEF continuera à dire ce qu'il considère que ça ne marche pas, parce que c'est son rôle, on pense c'est tout. Alors, au final, l'horloge Macky Sall, le leader de l'APR, a toujours une avance sur l'opposition, n'est-ce pas? Non, Macky Sall ne peut pas être dans une logique de compétition ou de chronomètre. Les Sénégalais ont choisi en 2012 un président. Macky Sall seul est incapable de déplacer une grotte. Il est incapable de déplacer une brique. Ce sont les Sénégalais qui ont tiré de leur poche, de leur compte bancaire, des ressources pour lui dire on vous donne ce qui doit être le budget. Je rappelle que Macky Sall est dans la scène politique. De son passage de la gauche à chez les libéraux, Macky Sall n'a jamais construit quelque chose pour ce pays-là. Il faut qu'on soit clair. Macky Sall a commencé à faire quelque chose parce que les Sénégalais lui ont mis suffisamment de moyens entre les mains. Il n'a aucun mérite à construire. Ce sont les Sénégalais qui lui payent le salaire, qui lui donnent 11 milliards de budget annuel, qui lui ont donné un palais. Je rappelle que les Sénégalais lui ont donné toute une armée pour le protéger. Quand il dort, il y a des soldats qui veillent à son sommeil. Quand il sort dans la rue, je précise bien, on demande à tous les Sénégalais d'arrêter de circuler parce que c'est Macky Sall qui passe. Ça, c'est pas parce que c'est Macky Sall, c'est parce que c'est le président de la République. C'est les Sénégalais qui l'ont choisi et qui lui donnent cette primeur-là. Il ne peut être que le premier esclave du peuple, du citoyen. Alors, toute autre chose, toute autre compréhension de ceci n'est qu'abus. Mais ce président est aussi leader de parti et d'une coalition. Mais bien entendu, bien entendu. Mais quand il sort du palais, c'est le président de la République. Il est le président de Ousmane Sonko, il est le président de Birame Souleye, il est le président de Idriss Seck, il est le président de tous les Sénégalais. Et à ce titre-là, il doit avoir ce comportement-là inclusif pour tout le monde. Voilà ce qu'il faut, c'est la compréhension qu'il faut en avoir. Et au cas où le PASTEF serait convié dans un gouvernement élargi à l'opposition et à la société civile, vous allez y participer? Non, nous n'allons pas y participer pour la bonne et simple raison. Nous avons fait le choix de faire de l'opposition ou de gouverner, mais de gouverner par notre force politique. Nous, notre coalition ou l'opposition. D'accord? Je précise bien ma pensée. Ah oui? PASTEF a fait le choix d'être un parti d'opposition à Macky Sall. Nous n'allons jamais rentrer dans un gouvernement dirigé par Macky Sall. Ah oui, pour l'intérêt en 2024. Non, pour l'intérêt du peuple, voilà pourquoi nous parlons. Nous sommes une opposition qui doit éclairer la lanterne des Sénégalais pour l'intérêt du peuple. Nous sommes une opposition qui doit dire ce qu'elle pense pour l'intérêt du peuple. Nous sommes une opposition qui doit s'opposer parce que la Constitution prévoit cela. Écoutez, le sens de la pensée. Travailler pour le peuple. Mais travailler pour le peuple, c'est ça, travailler pour le peuple. Mais travailler pour le peuple. Problème du peuple. Oui, mais c'est ce que nous faisons du matin au soir. Ça s'exerce dans un gouvernement. Absolument pas. Absolument pas. Parce que la lecture qu'il faut avoir dans la vie d'une nation n'est pas la lecture dans un ministère ou dans une direction. La lecture est aussi cette vision du dehors qui fait qu'on voit mieux que celui qui est dedans. Et nous sommes dans la vision du dehors. Alors, ce que nous allons faire, nous allons nous opposer strictement en 2024, précise et franche et tranchée. En 2024, nous allons prendre le pouvoir et nous allons laisser l'opposition, toute l'opposition, s'opposer rigoureusement. On va leur laisser tous leurs droits et nous, on va gouverner. Pourquoi ce radicalisme? Mais il ne s'agit pas. Dans la manière de s'opposer. On est juste précis. Nous ne sommes pas dans la fioriture, nous ne sommes pas dans la demi-mesure. Nous sommes un parti constitué que la loi nous permet de participer à la conquête du pouvoir démocratiquement. Nous allons concourir à cette conquête-là démocratiquement. Nous aurons le pouvoir tranquillement en 2024. On va gouverner, Macky Sall va s'opposer. Non, s'il n'est pas ailleurs. Ce n'est pas ailleurs, c'est-à-dire. Il peut aller aux États-Unis, par exemple. Je ne parle pas de prison, hein. Il peut aller aux États-Unis. Comme il a tranquillement. La nationalité. Ah oui, bon, je ne sais pas s'il a la nationalité. Dans son rapport publié ce mois, l'Organisation internationale du travail classe le Sénégal parmi les 10 pays ayant le plus élevé taux de chômage. L'élite qui dirige et celle qui aspire à diriger est-elle consciente de cette catastrophe? Alors, il faudrait plutôt parler de celui qui dirige. Peut-être allons-nous parler tout à l'heure de son programme d'action prioritaire. Oui. Il n'est pas question de l'emploi des jeunes. Je rappelle. Non, il n'est pas question d'emploi des jeunes. Il n'est pas question d'emploi des jeunes. Dans ces grandes lignes-là, il ne parle pas de l'emploi des jeunes. Ce qu'il y a lieu de préciser, c'est que
nous n'avons pas au Sénégal une sérieuse politique d'emploi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et les informations qu'on donne sont souvent des informations fausses sur la réalité de la situation de l'emploi. Je rappelle que quand il est arrivé, il avait promis 100 000 emplois par an. 100 000 emplois par an. De 2012 à 2020, on est à combien d'années? 8 ans. 800 000 emplois. Vous pensez qu'au Sénégal, on a créé 800 000 emplois là? Vous le pensez vraiment? Et là, pour l'horizon 2024, il nous parle de 1 million d'emplois. Écoutez, je vais faire en fait une analyse du problème. Il n'y a pas de politique de l'emploi. Si vous regardez la configuration, toujours, depuis longtemps, depuis que nous sommes à l'université, depuis bien avant d'ailleurs, on dit le problème de l'adéquation entre la formation et le monde de l'emploi. Et ensuite, les croix de transmission entre le monde de l'étudiant et le monde de l'emploi ne sont pas des couloirs, en fait faibles à franchir. Macky Sall, s'il ne comprend pas qu'il doit créer l'environnement pour qu'il y ait des emplois et qu'il pense que lui, il doit recruter, parce qu'il recrute, hein, il recrute. Je dis qu'ils sont en train de recruter. Mais le recrutement que nous avons aujourd'hui, à la majorité, est un recrutement essentiellement familial, de proximité et politique. Ah oui? Oui. Il est un recrutement familial, de proximité et politique. Alors, tant que la question de l'emploi ne sera pas inscrite comme une question de démocratie, comme une question d'égal accès à l'emploi, on n'aura jamais une réponse. Elle continuera à être une réponse politicienne parce que la réponse qu'ils ont développée est une réponse essentiellement politicienne. Ils ont dit des chiffres qui donnent dans les statistiques de création d'emplois, qui donnent mais des chiffres éminemment faux, pour la bonne et simple raison que dans leur évaluation, je le dis, dans leur évaluation, il y a des secteurs qu'on appelle des secteurs à forte mobilité. Donc il y a des secteurs où il y a ce qu'on appelle en fait un turnover fort. C'est le secteur des services, dans la banque, dans les télécoms, dans les assurances, dans les services. Dans ce secteur-là, vous êtes dans une banque, ici à la B6, vous quittez en 2020, en juillet 2020, pour aller à CBAO. Dans les statistiques de l'État, il compte 2 emplois. C'est combien d'emplois? C'est la même personne. Il compte 2 emplois. Parce qu'ils voient chez eux 2 contrats. Vous avez un contrat à durée déterminée qui passe en contrat à durée indéterminée, il compte 2 emplois. C'est combien de personnes? Mais là, c'est du toc. Mais je dis, les méthodes de calcul acceptables, parce qu'ils comptent le nombre de contrats. C'est une comparaison de base. C'est ce qui est le plus littéral. Mais c'est une fausse évaluation sur la situation de l'emploi. Ensuite, il faudra regarder aussi la situation économique du pays. Parce que si on espère sur l'entreprise privée pour créer des emplois, l'affaire est mal engagée. Pour la bonne et simple raison. Mais l'État ne peut pas engager tout le monde. Oui, mais l'État crée des conditions. Parce que quand une entreprise privée, ici au Sénégal, peut être fournisseur ou prestataire auprès de l'État et engrange des ressources, mais elle permet à l'entreprise de grandir. Fondamentalement, quand on grandit, on cherche des bras. Ces bras-là, c'est qui? C'est des emplois. Ces emplois, c'est qui? C'est des Sénégalais. Mais ce qui se passe, chaque fois qu'on a dit que ce sont les entreprises étrangères qui font le travail au Sénégal, mais ces entreprises-là font principalement 4 choses. Je vais être précis. Quand il y a des projets de l'État, c'est l'étranger qui finance. Donc, il nous donne de l'argent. Après, c'est l'étranger qui nous envoie ces entreprises. Parce qu'il a dit avant-hier qu'il y a 250 entreprises françaises qui sont au Sénégal et il compte ces entreprises-là pour la participation à l'investissement sur son PAP, son PAP ajusté accéléré. Ça, on en viendra après. Donc, ces entreprises-là, le pays finance, l'entreprise vient ici au Sénégal pour exécuter. Ils vont prendre juste de petits ouvriers, mais les contrats de transfert de personnel ou de location de personnel entre l'étranger et le Sénégal se sont multipliés sous Macky Sall. Ce que je dis est quelque chose de très clair. Les contrats
de transfert de personnel de l'étranger au Sénégal se sont multipliés. Ça veut dire quoi? L'entreprise X qui est en France, qui doit nous réaliser une route ici, crée l'entreprise X Prime au Sénégal, qui porte le même nom, à la différence qu'on ajoute Sénégal. Ils viennent ici, ils prennent ces cadres là-bas, ils les envoient ici, sous le vocable de location de personnes ou de prêter du personnel. Qui paye? Quel salaire? Pour quel emploi nouveau créé pour les Sénégalais? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Oui. Et encore plus grave, quand cette entreprise-là réalise des bénéfices, quand elle vient pour acheter du matériel ici, qu'importe ce qu'il veut faire, on dit qu'il n'y a pas de TVA à payer là-dessus. Donc l'État ne gagne rien du tout. Et après, il développe ces propres entreprises-là de ce qu'on appelle des stratégies d'évitement de l'impôt. Parce que cette entreprise-là qui est X en France, qui doit nous construire ici, par exemple, une centrale électrique, doit payer tout le prix, mais nous dit non, c'est moi, X en France, qui achète tout le matériel, donc ça, vous payez à moi, mais l'entreprise qui est au Sénégal ne fera que de l'installation. Il nous envoie son personnel pour nous venir faire de l'installation, il divise le prix du marché par 10, il donne 1/10 à l'entreprise au Sénégal. Et donc, cette entreprise-là va payer ses impôts en France. Donc l'entreprise au Sénégal ne paye qu'un dixième, ne gagne qu'un dixième, et sur ce dixième-là du bénéfice qu'il paye des impôts au Sénégal. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tout le bénéfice est exporté en France. Alors, où se trouve l'emploi pour les Sénégalais? Donc on a une croissance exogène. Mais il y a encore plus grave, je n'en ai pas fini. Parce que parfois aussi, regardez ce qu'on fait dans les offres d'emploi. 2 ans d'expérience. Alors celui qui vient de sortir de l'université, quand on lui dit 2 ans d'expérience, mais tant que lui, ce primo-demandeur d'emploi, de premier emploi là, quand on ne crée pas les conditions pour que l'entreprise l'absorbe, et qu'on lui dise toujours 2 ans d'expérience, 2 ans d'expérience, 2 ans d'expérience, mais dites-moi, quel jour de l'année, du 1er au 365e jour, quel jour de l'année il aura la chance d'être en entreprise? Oui, on voit souvent dans les offres d'emploi, maximum 5 ans d'expérience, 3 ans, 2 ans. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, est-ce qu'il ne faudra pas modifier le code du travail pour permettre à ces jeunes d'avoir un premier emploi? Ce n'est pas un problème de code du travail. C'est un problème d'environnement que l'État devra créer. Ils ont il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, créé des conditions pour le développement des PME et des PMI. Mais là aussi, il y a un problème. Il y a aussi un problème. Parce qu'ils ont dit, je rappelle, Pastef en a parlé en 2016, cette proposition-là. En 2016, à l'école supérieure polytechnique de Thiès. C'était la première fois qu'on en avait parlé et c'était documenté. Alors, ce qu'on avait dit, c'est qu'il faut qu'on aide les jeunes qui n'ont pas été en mesure de trouver un emploi, de pouvoir être créateurs d'emplois. Donc, mais avec la DER, on a essayé. Oui. Pour créer des jeunes entrepreneurs. Oui, c'est là où je vais en venir. Donc, les PME, PMI, mais quelqu'un qui a de belles idées. Mais vous savez, une entreprise, elle ne gagne pas de ressources parce qu'elle veut gagner des ressources. Il lui faut un client. Donc, il lui faut rendre service. On est d'accord. Alors, une entreprise qu'on a créée, qui est PME ou PMI, qui n'a pas, après, le marché nécessaire. Parce que si on donne tous les contrats aux étrangers, d'accord, et je rappelle que pour certains marchés publics, même l'État fait comme l'employeur qui dit 2 ans d'expérience, l'État dit il faut avoir 5 ans, il faut avoir déjà réalisé une mission pareille. Donc vous voulez faire une route, vous êtes jeune, vous avez toutes les compétences, vous venez donc vous concourir à un marché, vous venez, on vous dit non, mais il faudra avoir déjà réalisé une route pareille. Vous ne l'avez jamais réalisé. Donc vous faites 5 ans de PME et vous disparaissez tranquillement. Donc en fait, ça veut dire qu'en fait, il y a un ensemble de problèmes qui fait que aujourd'hui la question de l'emploi est une question sérieuse. Mais elle n'est pas, pour le moment, une question de priorisation. On en viendra après. Parce qu'ils sont en train de parler de surpriorisation, agriculture, santé, etc. Ils n'ont pas encore parlé de surpriorisation de l'emploi. Ce qu'ils ont trouvé de mieux, c'était de choisir, de faire des jeunes de chair à canon pour des élections, pour les habiller en marron beige, leur donner en fait des machettes, et probablement aller dans Bruxelles aussi en train de chercher des jeunes pour leur donner des machettes. En attendant, Pastef a lancé au début de l'hivernage ses vacances agricoles. Concrètement, quel est l'apport de cette initiative dans l'emploi, surtout dans la création de l'emploi des jeunes? Alors, la première chose qu'il faudrait ici constater avec joie, c'est que des jeunes nés à Dakar, jamais intéressés par les champs, ont trouvé le goût et le plaisir d'y être. Vous allez à Tchanaba, vous allez à Kumpentum, vous allez à Tamba,
vous allez à Saint-Louis, vous allez à Dagana et à Richard Toll, vous allez à Keur, ils sont tous les dimanches dans les champs. Et il n'y a pas de financement. Donc ils sont des fermiers du week-end. Oui. Pas de la semaine. Non. Ça veut dire quoi? Écoutez, il faut susciter de la vocation. L'État est incapable de le faire. Ils ont mis des milliards sur des produits qui ont disparu. Jusqu'à présent, personne n'est responsable. Passer à pertes et profits. On a vu des gens essayer... On a injecté plus d'1 milliard. Oui, c'est l'occasion. Et on espère vraiment que ça va réussir cette fois-ci. En tout cas, Ousmane Sonko a dit aux Sénégalais et aux jeunes du parti, levez-vous, allez dans les champs. Ils se sont levés comme un seul homme, ils ont été dans les champs. Ils ont contribué, ils ont pris leurs 1000 francs pour acheter des semences. Ils ont pris leurs 1000 francs pour se transporter dans les champs. Ils ont été dans les champs tous les jours. On a visité les champs. D'accord? C'est aujourd'hui des jeunes qui sont en train de trouver chez eux, dans leur propre cœur, dans le plus profond de leur être, une volonté de comprendre que la terre est une terre nourricière et qu'elle ne rend que ce qu'on lui donne. Vous avez déjà voyagé entre Richard Toll et Dagana? Vous avez déjà voyagé entre Louga et Keur Massar? Êtes-vous déjà allé à Tamba? Mais écoutez, vous serez surprise parce que de Richard Toll à Dagana, le sol accepte et peut donner d'excellents résultats. La zone nord de Aliou Dembourou Sow peut être un grenier du Sénégal. Quand vous quittez Louga pour aller à Keur Massar, avec le lac de Guiers, il y a énormément de choses à faire. Mais là-bas aussi, on a donné les champs à des hommes politiques qui ne sont jamais venus dans les champs. Donc c'est les champs qui sont là. Et la population ne peut pas utiliser les champs. Donc rien à faire. Il y a juste un nom sur les champs. Rien d'autre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ousmane Sonko est en train de susciter une vocation. Et il ne s'est pas limité à ça. Parce que je rappelle qu'il y a 6 mois, Ousmane Sonko a dit aux jeunes du parti, levez-vous, allez remplir les banques de sang. Ils se sont levés. Ils sont allés remplir les banques de sang. Et c'est une opération que nous allons reprendre demain. On va redémarrer avec les dons de sang. Alors, il a donné une autre opération. Il a dit, vous les gens du parti là, levez-vous. L'année scolaire a été compliquée avec le Covid. Nous l'avons tous constaté. Donnez aux jeunes les cours de vacances. Tous les enseignants qui sont du parti se sont levés pour donner gratuitement des cours de vacances. Les inspections d'académie ont sorti des notes pour dire personne dans les écoles. Bon, j'ose imaginer que ce n'est pas pour nous fermer la voie, parce que même si on n'arrive pas à le faire dans les écoles, on le fera dans les cours des maisons. Parce que nous sommes déterminés à servir et personne ne peut nous empêcher de servir. Et dans quelques jours, il y aura un autre projet. Et les jeunes sont encore sur le terrain. Et dans quelques jours, vous allez voir nos grandes personnes, le troisième âge du parti, on va comprendre que nous sommes en train de construire le Sénégal. Et dans les œuvres de salubrité publique, mais ça on l'a toujours fait. Ça on l'a toujours fait. Ça on l'a toujours fait. Vous avez participé au Cleaning Day. Mais non, ça c'est le Cleaning Day. Écoutez, il avait instauré son Cleaning Day. Pour dire chaque mois il le ferait. Oui. Bon, il avait besoin juste de perdre quelques kilos, il a marché sur 500 mètres, il est rentré chez lui. Mais je dis, nous on n'a pas attendu cela. En bas, allez-y. La semaine passée, Pastef a nettoyé la plage. La plage de Saint-Louis, la plage de Anne avait été nettoyée par les jeunes de Pastef. On a reboisé, on a nettoyé des écoles. Allez-y à à Thiès, à l'école. On a planté des arbres. Allez-y au Parcelles Assainies à Thiès. On a planté des arbres. Allez-y à Sampaté, on a planté des arbres. Écoutez, vous savez, on a réussi à faire une jonction importante entre la chose politique et la chose sociale. On ne va pas accepter maintenant le divertissement, on va continuer. Pour terminer sur ce point, on est en train de gouverner. Les gens de Macky sont en train de se plaindre en faisant ça, en disant aux jeunes, allez-y le faire. Sans ressources, ils le font. Et ils sont là à chercher des audios, des enregistrements, etc. Non, ils n'ont qu'à se poser, ils vont continuer à gérer. Ah oui, maintenant ils se posent, ils se posent. Parce que, écoutez, quand Ousmane Sonko parle, tous
arrêtent de travailler, ils prennent des vacances professionnelles. Pendant 48 heures, ils pensent qu'ils doivent aller parler à la presse et ils le font à tour de rôle. Vous savez, en fait, les mots de chien, quand l'un est fatigué, l'autre revient, ben, c'est un peu comme ça. C'est par vague. Mais c'est pas vague, mais chacun y prendra son tour parce que c'est comme ça en fait qu'ils ont de la valeur auprès du commandant en chef. Toutefois, la percée de Pastef chez les jeunes est une réalité, il faut l'admettre. Le revers, c'est la présence de cette jeune population devant les claviers d'une manière permanente. À ce titre, peut-on y voir une volonté de ne pas cultiver le travail chez ces jeunes? Ben écoutez, le clavier il est présent dans notre vie à tous. Vous pouvez dans vos bureaux et sur votre clavier. Donc, si vous voulez en faire un problème de localisation, la localisation géographique n'empêche pas le déroulement du travail. Parce qu'aujourd'hui, avec le télétravail, vous pouvez être dans votre salon et faire votre travail au bureau. Vrai ou faux? Donc, le jeune qui est devant son clavier, il peut être dans son bureau à l'heure de sa pause. Je vous dis, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que nous, on n'a pas payé des jeunes pour être sur les claviers. Parce qu'à côté, je dis à Ouest-Foire, on a payé des jeunes pour occuper un immeuble et être sur les claviers. Nous, on ne l'a pas fait. Oui, je dis une chose très claire. Nous, on ne l'a pas fait. C'est des jeunes qui observent la situation politique et qui pensent devoir défendre un leader, le responsable. Celui qui leur a donné le goût des intérêts, en fait, de l'intérêt de la nation. Et ce que vous ne savez pas, parfois, moi j'ai interpellé quelqu'un, je lui ai dit, mais pourquoi vous avez fait cette publication? Il m'a dit, écoutez, vous êtes de Pastef, moi je ne suis pas de Pastef. J'aime ce que Ousmane Sonko fait, c'est à ce titre-là que je le défends. Donc je n'ai rien à voir avec vous, occupez-vous de vos affaires de parti, je ne suis pas dans un parti, je ne réponds à aucun ordre du parti, je suis un souteneur de Ousmane Sonko. Maintenant, demandez-moi d'aller pour voir tous ceux-là qui sont dans cette même logique-là pour dire, bon, vous êtes de Pastef, vous êtes souteneur, hors du parti. Je ne peux pas le savoir. Justement, la férocité avec laquelle les pourfendeurs d'Ousmane Sonko sont traités n'est-elle pas hors norme? Mais écoutez, Ousmane Sonko ne sera pas là à rendre des injures. Mais Sénégal, comme tu sais ce qu'il veut, le faillot. C'est simple. Comme tu sais ce qu'il veut, le faillot. Et le respect de l'ancien? Non, quand les anciens se permettent d'insulter les gens, koo xam ne kii ñàkk na kersa ñàkk xorma ba wàcce boppam ba taxaw di saaga xale day fayu kenn joxu fi non attendez parce que moi ce ne sont pas nos valeurs. Oui, mais mag mu taxaw di saaga yow da ngay gis mag mu taxaw di saaga après nga naan xale yow mu ñëw xam nga ku nekk la nga am. Chacun n'a que la valeur qu'il défend. Moi je considère que cette nation-là est une valeur fondamentale. Quand on l'attaque, je suis concerné par tout le monde. Je suis concerné au premier point que tout le monde. D'accord? Alors, Ousmane Sonko n'a jamais dit à quelqu'un, vous l'avez entendu pendant le Magal, on vous interdit, on n'envoie personne, on ne soutient personne pour le faire. C'est clair? Maintenant, quelqu'un qui dit, malgré ça, mais dites, viens, Ousmane Sonko a été traité de rebelle? C'est vrai ou c'est faux? Par une seule personne. Non, je dis, non, attendez. En partant de Ousmane Sonko, non, c'est pas seulement, c'est pas, non, c'est pas seulement une seule personne. Publiquement. C'est pas une seule personne. On l'a traité de rebelle sur le Facebook. Mais vous ne voyez pas ce qu'on écrit sur lui? On l'insulte du matin au soir. Et ce sont ces enfants qui le disent. Après on lui dit non, calme-toi. Oui, mais lui il ne répond pas. En partant de Ousmane Sonko, on a insulté toute la Casamance parce que, je rappelle, que Moussa Cissé a dit que toute la communauté casamançaise qui soutient Ousmane Sonko ay rebelle lañu. Macky Sall est parti en Casamance pour dire si vous voulez faire partie du Sénégal, c'est un drop lui avec Aliou Dembourou hein. Il a dit si vous voulez faire partie du Sénégal, votez pour moi. Ça veut dire quoi? Dans sa logique, lui, le commandant en chef, celui qui doit faire battre le cœur du Sénégal dans l'unité, a trouvé une ligne de fracture pour dire vous Casamance, vous ne ferez partie du Sénégal que si vous votez pour moi. Mais, je rappelle, on l'a traité de salafiste. Je rappelle, du matin au soir, on dit des mensonges graves sur lui, il ne répond pas. Vous avez entendu déjà répondre à ça? Il ne répond pas. Mais écoutez, quelqu'un se sentira le devoir de répondre. Il répondra. Et vous cautionnez ces insultes? Je ne cautionne aucune insulte. Je ne l'insulte pas. Je subis moi des insultes. Je n'ai jamais répondu.
je ne trouve pas nécessaire de le faire. Et pourquoi vous laissez des jeunes s'adonner à cet Mais exercice? quel jeune? Mettez-moi un visage, mettez-moi un nom. Vous n'avez pas entendu? Non, attendez. Donnez-moi un nom, mettez-moi un visage. Je viens de vous dire, personnellement, j'ai vu quelqu'un dire quelque chose, je l'ai personnellement appelé, je lui ai dit, mais vous, pourquoi vous dites ça? La personne me dit, je ne fais pas partie de votre parti, je suis simplement un sympathisant d'Ousmane Sonko. Au point, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Si je comprends bien, ce sont des sympathisants de Ousmane Sonko. Non, je ne suis pas... Non, je ne suis pas en train de faire une classification. J'ai dit, celui-là qui dit ça, vous ne pouvez pas l'identifier, je ne peux pas l'identifier. D'accord? Mais celui qui est investi dans la responsabilité du parti, le responsable de cellule, le coordinateur de section communale, le coordinateur de la coordination départementale, le membre du COPIL, ils n'ont jamais insulté quelqu'un. Par contre, ce sont des ministres qui insultent Ousmane Sonko du matin au soir. Ce sont des députés qui insultent Ousmane Sonko du matin au soir. On est d'accord? Où est le problème? Il faut lui poser la question aussi. La justice est là pour solder ses comptes. Laquelle justice? Face à des insultes. Écoutez, on ne va pas se mettre à porter plainte parce qu'on nous a insultés. Parce que la justice, quand on a attaqué le siège de PASTEF ici à Yoff, on a déposé plainte. Il n'y a jamais eu de suite. Je précise que ce siège-là que nous avons à Saint-Lazare a été attaqué à 3 reprises. On n'en a pas parlé. On vient d'en parler aujourd'hui sur ce plateau-là. A été attaqué à 3 reprises. Ah oui. La dernière fois... Quelles sont les dates? La dernière fois... La présidentielle. Après la présidentielle. Ah oui. Non? Avant la présidentielle, après la présidentielle. La dernière date, j'ai été informé. Je suis sorti à 3 heures du matin pour aller au siège. On a déposé une plainte. Jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. C'était après la présidentielle. La dernière fois, oui. La dernière fois, c'était après la présidentielle. Ah oui. Oui, on a saisi le matériel qu'ils ont amené. Il n'y a pas de suite. On a déposé une plainte en bonne et due forme. D'accord? Madame Sanya a été tuée ici. On a déposé une plainte. Il n'y a pas de suite. Quand vous insultez Macky Sall, quand vous dites qu'il est vilain, on vous applique l'article 80. C'est le procureur qui vient vous chercher chez vous. Mais quand on insulte quelqu'un d'autre, de leurs partisans, moi je dois même vérifier si le procureur n'a pas pris la carte de membre de la paire. Oui, je dois faire la vérification. Je prends le rendez-vous avec lui pour aller voir s'il n'a pas pris la carte de membre de la paire. Oui. Comme vous avez parlé de justice et cette affaire des 94 milliards, un an après, jusqu'à présent, le dossier est dans les tiroirs. C'est ce qu'on avait dit, mais nous, de toute façon, ce qui devait relever de l'enquête, de notre propre enquête, nous avons fait les enquêtes, nous avons cherché la documentation, nous avons cherché les informations, on a déposé plainte auprès du procureur et auprès de l'OFNAC. On en a fini. Nous sommes citoyens. Faut le ben. Écoute, quand on arrive là-bas, c'est zone de non-retour. Il n'y a rien d'autre à faire. Oui. Dans ces estimations, le président Macky nous parle de 506 milliards de francs CFA injectés dans la lutte contre les inondations. Au vu de ce qui s'est produit cette année, peut-on parler de détournement d'objectifs à l'utilisation de ces fonds? Il faut demander à Kora Aïssatou Faye. Mansour Faye. Il faut lui demander à Kora Aïssatou. Il faut lui demander. Parce qu'en fait, quand ces milliards-là ont été mis là-bas, c'est Mansour qui gérait. En fait, il a la grande capacité d'être dans les endroits où il y a du trouble financier. Ah oui? Oui. Aujourd'hui, le Covid est là, et les marchés du Covid, il ne veut pas répondre. Ce soit dit qu'il est ministre. Sur les inondations, on sait, ils nous ont tympanisé avec ces milliards-là. Le plan décennal. Oui. Alors, le plan décennal, on est à 2 ans de la fin. Et je vous dis, les citoyens sénégalais qui ont été victimes ont vécu ce problème-là dans leur chair. Vous savez, il est extrêmement difficile, de dormir dans les eaux. Il est extrêmement difficile aussi de dormir quelque part où l'eau soigne et qu'on n'ait pas de place où s'asseoir. C'est pire que la prison. Et ça, des Sénégalais le vivent au quotidien, alors que des milliards ont été injectés dans ça. Ce n'est pas de la haute trahison, ça. Et après,
on en fait une question de politique politicienne ou de politique du dimanche. On aurait pu attendre, espérer que l'Assemblée nationale fasse son travail. Mais bon. Il y a une commission qui a été mise en place pour en savoir plus. Est-ce que ce sont les commissions de blanchiment? Parce qu'il y a des commissions de blanchiment, de détournement, des commissions de blanchiment de détourneurs, des commissions de blanchiment, et toutes ces commissions-là, c'est les gars de la paire. Et les commissions d'enquête parlementaire, elles nous servent à quoi? Je parle de ça. C'est des commissions qu'on appelle commissions d'enquête parlementaire, mais ce sont des commissions pour blanchir leurs membres. Pour la relance de l'économie, le Sénégal cherche 500 milliards de francs CFA. Cela suffit-il pour un bon décollage? Parce que on est au bord de la récession, surtout pour cette année. Vous savez, Macky Sall a un don. Lequel? Il a un don de prévoir des élections. Il a un grand don de prévoir des élections. Parce que pendant 2 ans, ils vont franchement nous casser les oreilles avec leurs investissements là. 500 milliards. 500 milliards. Alors que 1000 milliards sont couchés ici à Rufisque avec le terre. Ça n'aurait pas été utile là. Il a perdu le sens des priorités. Parce que je rappelle sa déclaration. Enfin, ces déclarations ne lui valent rien du tout. Il n'a aucun sentiment de respect par rapport à ses propres déclarations. Mais il est bon de faire le rappel pour les Sénégalais qui nous regardent. Il avait déclaré, lui, qu'il n'est pas élu pour construire des routes et des infrastructures. Il est là pour le bien-être des Sénégalais, pour l'état de droit. Ça, il est sorti de cette route-là depuis Mathusalem. Il a fait ses tournées politiques. Il a dit qu'il allait mettre 280 milliards à Thiès, 300 à Saint-Louis, 400 à Ziguinchor. Jamais cet argent-là n'est arrivé. Jamais. Alors, ils sont allés au Club de Paris. Tout le gouvernement, ils sont partis. Et ils ont ramené toute la poussière du pays en même temps, parce qu'il fallait que tout le monde y soit. Ils ont pris des milliards et des milliards là-bas. Ils sont revenus en dansant. C'était la première fois dans ma courte vie de 45 ans, c'était la première fois que je vois quelqu'un s'endetter et rire. Ils en ont fait un tintamarre. Aujourd'hui, ils sont à un niveau de dette, d'endettement de 9 000 milliards. Ah oui? Oui. Oui, 8 000 et poussière milliards, arrondi à 9. D'accord? À ce rythme, on va dépasser la norme fixée par l'UEMOA. Ben écoutez, vous savez, ils sont maîtres également dans l'art de manipuler les chiffres. Parce qu'en fait, ils sont allés faire ce qu'on appelle du rebasing. Ça, des économistes vous l'expliqueront. Ils sont allés faire du rebasing pour revoir les méthodes de calcul avec le taux de croissance et le taux d'endettement, disons le taux d'endettement, pour dire qu'ils sont à... Mais c'est clair que le taux d'endettement aujourd'hui est à 62%. Alors que la moyenne admise ici est de 70%. Il s'est endetté pourquoi? Pour des investissements électoralistes. Parce que tout ce qu'il a fait, moi j'aurais compris qu'il y ait un endettement pour nous faire des hôpitaux. Vous savez, à Bignona, là où les 10 Casacés là, les hommes de la missive contre Ousmane Sonko là, ils habitent. Il n'y a pas d'hôpital. D'ailleurs, je voudrais profiter aussi de la tribune que vous nous offrez pour demander au Puma les 50 ambulances qu'ils ont achetées. Ils n'ont qu'à les donner aux hôpitaux régionaux. Les ambulances médicalisées, on leur demande solennellement de les offrir aux hôpitaux de l'intérieur du pays, ce qu'ils n'en ont pas. Mais je disais, alors devant tout ça, il constate son échec pour dire oui, je mets un programme d'action prioritaire. Mais le plus cocasse dans ça, il dit programme d'action prioritaire ajusté, accéléré. Ajusté parce qu'il vient de se rendre compte, il s'est fourvoyé. C'est ce que l'on dit depuis 2014, c'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons depuis 2014. Donc, ajusté, on aurait pu simplement dire
rectifier ou je ne sais quoi là, ajuster. Il dit accélérer. Ils vont encore confondre vitesse et précipitation. Parce que ce qui les intéresse, c'est pas en réalité le bien-être des Sénégalais. Parce que Macky Sall, depuis qu'il est là, en ces 8 ans, il a reçu 27 000 milliards de francs, alors qu'Abdoulaye Wade, en 12 ans, a reçu 17 000 milliards. Donc Macky Sall a reçu 27 000 milliards de francs pour faire le Sénégal en 8 ans, et voilà la situation que nous avons. Donc, il est prêt à chaque fois qu'il... Donc, il faudrait comprendre aussi qu'il est en train d'envoyer des signaux pour les élections locales. Parce que ils sont maîtres dans l'art de s'endetter et de faire des investissements à l'approche des élections. Après, ils laissent comme ça. C'est comme ça qu'ils font dans toutes les régions, dans tous les départements. À l'approche des élections, ils amènent les bulldozers, ils amènent du gravier, ils amènent du gasoil, ils amènent du goudron, ils mettent là, ils dérangent les gens. Juste après les élections, ils repartent, ils ramènent tout. Ils remballent et ils s'en vont. Cette manipulation politique a suffisamment duré et je pense qu'en fait les Sénégalais sont en train de comprendre. Oui. Et voilà. Avant de nous quitter, parlons de PASTEF. Au début, je me fais une petite idée là-dessus. C'était une histoire de syndicat couvrant la crème de l'administration sénégalaise. Merci. Comme l'appétit vient en mangeant, le groupe des 3 cadres sortis de l'ENA, je veux citer Ousmane Sonko, Birame Souleye Diop et Diomaye Faye. Alors, d'où provient le déclic? En fait, il n'y a aucune relation en réalité entre le syndicat et PASTEF. Il n'y a aucune relation. Mais juste après le syndicat, vous vous êtes retrouvé autour d'un parti? Non, écoutez, l'histoire du parti, si on ne le comprend pas, c'est vrai, on peut faire des amalgames. Ousmane Sonko est définitivement sorti du syndicat en 2012. D'accord? Il est devenu le secrétaire général honoraire. Et PASTEF, ce n'est pas nous qui l'avons créé. Ce sont des citoyens sénégalais, des chefs d'entreprise, des cadres dans le privé et des fonctionnaires qui se réunissaient pour apprécier le Sénégal, pour apprécier la vie. Ils se sont dit, mais écoutez, nous on ne peut pas continuer à chaque dimanche nous plaindre de la marche du pays et ne pas nous engager. Ils en ont parlé à Ousmane. C'est comme ça que ça s'est passé. Ousmane nous en a parlé à Bassirou et à moi, on est parti, on a rejoint l'équipe. C'est comme ça que c'est arrivé. Mais avec le peloton, on a Ousmane, vous et Bassirou. Oui, parce qu'en fait, vous savez, ce qui s'est passé, c'est également drôle de le raconter. Tous des inspecteurs. Oui, ce qui s'est passé est également drôle, parce que quand le parti a été lancé, 2, 4, 6 mois après, il y a eu les salves de l'État. Bon, beaucoup sont partis, nous sommes restés. Peut-être que nous étions les plus fous pour perdre notre emploi, ou bien les plus téméraires, ou bien les plus bêtes peut-être. Mais je considère simplement comment ces purs produits de l'administration, je veux dire du système, peuvent combattre ce système? Non, l'administration n'est pas le système. Il faut qu'on soit clair. Ah oui? Non, l'administration n'est pas du tout le système. L'administration incarne le système. Non, il ne faut pas se tromper. La lecture de la notion de système, le système, c'est cette organisation-là, sans règles écrites, qui joue sur ses propres intérêts au détriment de l'intérêt de tous. Par le biais de... Attendez. Quand on parle de système, c'est des gens de l'administration, c'est des marabouts, c'est des journalistes, c'est des enseignants, c'est des gens peut-être de l'armée, c'est des lobbies, c'est des entités du monde privé qui prennent en otage l'intérêt de la nation pour gérer leur propre intérêt privé. C'est ça. Alors, l'administration est le moteur de fonctionnement du gouvernement, donc de l'État. Il n'a rien à voir avec un système. Parce que moi, le travail que j'ai fait sous Abdoulaye Wade est le même travail que j'ai fait sous Macky Sall. Il sera le même travail que je ferai quand Ousmane Sonko sera président de la République, Inch'Allah. Ça ne changera pas. Je vais à mon bureau à 8h, j'instruis les dossiers qui me sont confiés. À 13h30, à 14h, je pars en pause. Je reprends mon travail à 15h, je descends à 17h. Bon, Vous voulez me faire croire que si Sonko arrive au pouvoir, vous n'allez pas intégrer le gouvernement ou bien je n'ai pas vous ne serez pas à la tête d'une institution? Je n'ai pas à vous convaincre. Je ne cherche pas à vous convaincre. Je vous dis ce qui est. Je dis mon travail se résume à ça. Parce que même si Ousmane Sonko est président de la République. Mais que Ousmane Sonko devienne khalife général du Sénégal ou président de la République, mon travail ne changera pas. Je suis un fonctionnaire
Je suis aujourd'hui un fonctionnaire des impôts. Je peux être demain un fonctionnaire des impôts détaché ailleurs, qu'importe où ça peut être. Je ne suis qu'un simple serviteur de l'État. J'ai prêté serment pour ça. Et vraiment, je prie le bon Dieu pour qu'il m'aide à respecter le serment-là, à être ce simple serviteur sans envergure du Sénégal. Oui, l'affaire Tahibou Ndiaye qui s'inscrit dans le passé récent d'Ousmane Sonko ne freine-t-il pas l'envol du PASTEF? Parce que chaque fois, cette histoire vous revient. Bon, en fait, vous savez, c'est très trivial de le dire comme ça. Il n'y a aucune relation. Aucune relation. N'est-ce pas, Ousmane Sonko faisait des démarches pour faire sortir Tahibou Ndiaye de la prison? Alors, vous auriez pu me poser la question de savoir, est-ce que le 2 jours que j'ai partagé avec Ousmane Sonko n'a pas une influence sur notre vie politique à PASTEF? Quelle est la relation? Rien du tout. Ousmane Sonko, les actions qu'il pose dans le cadre d'un syndicat, ce sont les actions que Ousmane Sonko pose dans le cadre d'un syndicat. Ndeye Fatou Ndiaye, les actions qu'elle pose dans le cadre d'un daïra, ce sont les actions qu'elle pose dans le cadre d'un daïra. Elle n'a aucune répercussion sur sa vie professionnelle. Maintenant, si les gens ont l'intelligence maligne ou maléfique pour entrer des connecteurs logiques, mais écoutez, bon vent à leur intelligence. Oui, mais de quelle manière légale un haut fonctionnaire comme Tahibou Ndiaye peut se retrouver milliardaire? Alors, vous savez, vous me faites rire là, hein? Parce qu'en fait... Sa fortune est estimée à coup de milliards. Non, 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 attendez. Vous savez, moi, Tahibou Ndiaye, je ne l'ai jamais connu. Je ne l'ai jamais connu, en fait. Les seules fois où je l'ai rencontré, je savais qu'il était grand, de teint noir, il portait des lunettes. On s'est croisés dans les escaliers. Nous ne nous sommes jamais dit bonjour. Jamais. Je savais simplement qu'il était le directeur du cadastre, un point, c'est tout. Alors, que dans le cadre d'un contentieux avec la justice, qu'il y ait eu une juridiction qui instruise et calcule pour dire qu'il a 1 milliard, d'accord? Il a 2 milliards, c'est selon. Mais la contre-expertise a démontré le contraire, d'après ce qu'on a dit. J'avoue, moi, ne pas avoir lu la situation d'évaluation pour ces 1 milliard, ni la contre-expertise. De mes informations reçues, il y a eu une contre-expertise. Pourquoi vous ne posez pas votre regard sur la contre-expertise, mais plutôt sur le réquisitoire du procureur? Pourquoi? Est-ce que vous voulez le charger ou est-ce que c'est un élément qui vous permet d'argumenter contre Ousmane Sonko? C'est la dernière information que nous avons, la contre-expertise. Par nature, dans les situations, la contre-expertise fait foi. Pourquoi vous ne parlez pas de la contre-expertise? Bon, je pense que notre émission parlons du feuilleton Sonko Mansour Faye. Grâce à Ousmane Sonko, le pouvoir a eu un contre-feu allumé, histoire de faire oublier les vrais problèmes. Non, vous savez que... Vous savez, la magie de Sonko. Non, mais écoutez, vous savez, ce gouvernement-là n'a besoin de personne pour allumer des contre-feux. Il a besoin de personne, il allume ses propres contre-feux parce qu'après, ils sont capables de s'insulter entre eux. Voilà, donc tout le monde parle d'insultes. Après le soir, ils se retrouvent pour boire leur thé ou leur autre boisson, quoi. Bon, voilà. Merci beaucoup, Birame Souleye Diop. Je rappelle que vous êtes l'administrateur général du parti PASTEF. On s'entretenait dans l'émission Opinion sur la Fatigue. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à toute la réalisation, Pape Samb, Pape Modou Faye, sans oublier Mamadou Fall et Oustaz Hassan Diouf. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.